Cette semaine à l'émission, nous parlons du projet de loi qui a été déposé à Québec et qui s'attaque à la violence chez les jeunes et qui force les écoles à intervenir. Je vous propose une mise à jour entièrement consacrée au phénomène de l'intimidation à Laval. Mais avant toute chose, une brève revue de l'actualité lavalloise. Madame, monsieur, vous êtes à mise à jour à l'antenne de TVRL. Je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et aujourd'hui, au menu, l'intimidation, un phénomène, hélas, de plus en plus répandu. 6 à 10 % des jeunes en sont victimes et de manière répétitive. Comment ça se passe à Laval? C'est ce qu'on va voir. Mais tout d'abord, une rétrospective de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur régulier, Ghislain Plourde, journaliste à l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Marius. Commençons avec cette histoire de trafic de vignettes du stationnement, mais où donc? Au Collège Montmorency, oui? Il y a des étudiants qui ont trouvé une bonne façon de faire de l'argent de poche en revendant tout simplement des vignettes qu'ils se sont procurées. Il faut préciser que la petite plaquette coûte 78 $ par session. Il y a 1100 cases de stationnement au Collège Montmorency. De plus en plus recherché. Et de plus en plus recherché, de plus en plus populaire. Donc, on n'hésite pas à revendre avec une certaine marge de profit ces vignettes. Évidemment que la direction déplore ces gestes, cette vente au noir et invite tous les étudiants à dénoncer ces revendeurs. Mais le problème de stationnement ne se trouve pas seulement au cégep, mais aux alentours. Évidemment qu'il y a des étudiants qui trouvent le prix de 78 $ par session un peu trop onéreux. On essaie de se trouver un stationnement dans les rues avoisinantes. Sauf qu'il faut comprendre que la Ville a, depuis l'arrivée du métro principalement, mis des zones à vignettes dans les rues avoisinantes. Tiens, ça commence. Oui. Mais attention, il y a des résidents qui ont trouvé une façon de faire de l'argent avec ça? Lucrative de faire de l'argent. Donc, ils louent les espaces de stationnement et aussi leurs vignettes de la ville aux étudiants. Il faut comprendre que la vignette de stationnement dans les rues avoisinantes est de 15 $ par année. Beaucoup moins dispendieux que le 78 $ par session dans le stationnement du cégep Montmorency. Certains diront que ce sont des petits futés, peut-être qui se préparent une future carrière de gestionnaire, n'est-ce pas? Peut-être. C'est-on jamais. Et en placement. C'est-on jamais. Alors, parlez-nous de cette entreprise lavalloise Caripure. C'est une entreprise qui produit des cosmétiques directement ici, chez nous, 100% naturel, 100% écologique. C'est un chimiste de Laval, mais d'origine sénégalaise, qui a fondé cette compagnie. Un projet qui remonte à 2009 et il s'est associé avec un laboratoire de son pays d'origine et le projet Caripure a vu le jour l'an dernier et on a de belles perspectives d'avenir pour Caripure. On a annoncé il y a quelques semaines, Ghislain, évidemment, la construction du centre multifonctionnel. Oui. Et que fait-on avec l'ancien Colisée maintenant de Laval? Le mythique amphithéâtre du Colisée Laval, qui a été longtemps la propriété des frères Maristes et du Collège Laval, a été vendu à des intérêts privés en juin. Cependant, il faut préciser que le Collège maintient des droits d'utilisation de la glace le jour jusqu'en 2034. Ces nouveaux intérêts privés vont effectuer des travaux parce que vous avez vu l'état du Colisée, il a besoin de rafraîchissement majeur, de rénovation majeure. Et on n'exclut pas de revendre le bâtiment à une valeur avoisinant les 2 millions de $ dans les prochains mois. Wow! Écoutez, d'autres informations, d'autres détails sur le site du journal. Exactement, des infos fraîches tous les jours sur l'échodelaval.canoë.ca. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Ghislain, merci infiniment et excellente semaine. Bonne semaine à vous. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Écho de Laval.
Cette semaine à l'émission Mise à jour, nous profitons du dépôt à Québec d'un projet de loi pour contrer la violence chez les jeunes, pour voir de quelle manière nous vivons avec l'intimidation à Laval chez les jeunes. Quelques chiffres. 6 à 10 % des jeunes vivent l'intimidation de manière répétitive. 9 fois sur 10, les actes d'intimidation sont commis devant des témoins. Et si les témoins interviennent, 2 fois sur 3, il n'y a plus d'intimidation. Alors, il faut dénoncer, il faut agir. C'est pourquoi le gouvernement a prévu dans son projet de loi l'obligation d'intervenir en cas d'intimidation pour les écoles. D'ailleurs, à la commission scolaire de Laval, on intervient de manière très structurée depuis 2005. Alors, nous allons faire une petite pause et vous allez voir défiler toutes sortes de ressources au cours de l'émission pour les jeunes victimes de l'intimidation. Prenez-en note, soyez très à l'aise. Et tout de suite après, je m'entretiens avec mes deux invités, le policier Julien Kichinski, qui est lieutenant au soutien communautaire au service de police de la ville de Laval. Mais d'abord, je reçois le psychoéducateur responsable auprès de la commission scolaire de la prévention et du traitement de la violence, M. Dominique Hainaut. À tout de suite. On vient de le voir, le phénomène de l'intimidation est à la fois sournois et pernicieux. 6 à 10 élèves sur 100 sont victimes d'intimidation sur une base régulière, de manière répétitive. Et sachez que le meilleur ami de l'intimidation, c'est quoi? C'est le silence. Alors, il faut dénoncer. Voilà pourquoi le gouvernement du Québec veut désormais obliger les écoles à intervenir directement face à l'intimidation. Et nous allons parler de l'intimidation non seulement à l'école, mais aussi partout maintenant, à cause de la cyber-intimidation. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir à Mise à jour le responsable de la prévention et du traitement de la violence à la commission scolaire de Laval. Il est psycho-éducateur. Il s'agit de M. Dominique Hainaut. M. Hainaut, bonjour et bienvenue à l'émission. Bien, bonjour, M. Friton. Plaisir de vous accueillir. Merci de l'invitation. Fait plaisir. Le gouvernement du Québec, donc, décide de créer un projet de loi pour serrer la vis, disons, aux écoles en les forçant à intervenir. Mais à la commission scolaire de Laval, on intervenait déjà depuis 2005 et bien avant aussi. Effectivement, il y a une structure d'intervention qui est souvent mise en place dans les écoles, primaires et secondaires. De façon plus spécifique aux primaires, on parle d'une équipe de psychoéducateurs, environ 5 psychoéducateurs pour les 52 écoles primaires, et on accompagne les écoles dans la mise en place d'un filet de sécurité. Parce que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu en introduction, l'intimidation, ça se passe souvent de façon sournoise. Ouais. Donc, on doit mettre des choses en place pour s'assurer d'intervenir de façon précoce, dès les premières manifestations. Alors, c'est un travail d'équipe, c'est clair, là? C'est une condition gagnante, la mobilisation de tous les acteurs impliqués. Ça veut dire qui, ça? Tous les acteurs impliqués, on va parler de tous les membres du personnel. Par exemple, dans une école primaire, on va parler à la fois des enseignants, des dames au dîner, le service de garde, service des dîneurs, TES, psychologues, psychoéducateurs, tous les corps d'emploi doivent avoir un certain niveau de connaissance, probablement de définir qu'est-ce que c'est l'intimidation. Bien, allons-y donc d'abord. C'est quoi l'intimidation? Comment on reconnaît l'intimidation? C'est sa récurrence, sa manière répétitive ou c'est le geste commis? C'est une des caractéristiques, le caractère répétitif. Si on le compare à une situation de conflit dans une école où est-ce que deux élèves, on pourrait parler d'un rapport de force égalitaire, deux élèves sont en train de jouer au soccer, par exemple. Wow. Le but est bon, non, il n'est pas bon. Et là, il y a une chicane. Qu'un intervenant soit là ou qu'il ne soit pas là, le conflit va avoir lieu. Tandis que dans une situation d'intimidation... Et le conflit est équilibré quand même, assez équilibré, disons. Effectivement. Tandis que dans une situation d'intimidation, on va souvent faire ça dans le dos des adultes. Les élèves vont faire ça dans le dos des adultes, ils voudront pas se faire prendre par les adultes. Donc, c'est une des caractéristiques. Ça se passe dans le dos des adultes. Il y a souvent un rapport de force qui est présent. Rapport de force, ça peut être un élève plus grand qui s'en prend un plus petit. Ça peut être 6 filles, par exemple, qui vont rejeter systématiquement une autre fille. Il y a un déséquilibre de pouvoir qui est là. Il y a le caractère répétitif. Et on va répéter cette intimidation-là aussi. Oui, donc ça, vous insistez là-dessus. Tout à fait. Il y a des petits comportements, on peut parler de gestes, on peut parler de paroles, qui peuvent nous apparaître banales, mais lorsqu'il y a une accumulation, par exemple, un élève qui se fait traiter de non, si on prend juste cette situation-là, il se fait traiter, par exemple, de con, mais si ce mot-là, à répétition, est là le matin, le midi... Ça va finir par faire du mal. Ça finit par être très lourd à porter pour l'élève, effectivement. Donc, une fois qu'on a reconnu, qu'on a identifié l'intimidation, alors comment on va la contrer? Parce que souvent, il y a un intimidateur, il y a une victime, et très souvent, il y a des témoins. Effectivement, c'est... Comment qu'on va contrer l'intimidation? C'est sûr qu'une sensibilisation de tous les acteurs auprès des élèves, on va parler de l'animation, de la sensibilisation en classe, pour encore là définir c'est quoi l'intimidation, définir c'est quoi les conséquences de l'intimidation,
Puis on le voit avec les jeunes, le pouvoir des témoins, c'est eux qui ont le pouvoir de mettre fin à une situation d'intimidation. On en discute aussi avec eux dans les animations de classe pour les amener justement à se positionner et faire la distinction, par exemple, entre stouler ou dénoncer. Stouler, ça va être, par exemple, je vais dire à mon enseignante, « Hey, Frédéric, une gomme, juste dans le but qu'il se fasse punir, qu'il y ait une conséquence. Il n'y a rien de grave, il n'y a personne qui est en danger. » Par comparaison à une situation d'intimidation, on dit non. On dit non à une situation de violence. Puis la violence, ça prend plusieurs formes. C'est pas juste la violence physique. Il y a de la violence verbale, il y a de la violence psychologique, sociale. Le rejet systématique d'une personne, ça peut devenir très lourd pour la victime et c'est une caractéristique de l'intimidation aussi. Oui. Donc, les témoins, s'ils ne parlent pas, se font complices de l'action. Vous les invitez, eux, à parler. Il faut qu'ils interviennent. C'est ça votre plan de match. Puis au primaire et au secondaire, effectivement, on amène les élèves à aller dénoncer. Pour ça aussi, il faut préparer le personnel scolaire à recevoir une demande d'aide. Parce que des fois, quand un élève vient se confier à nous, ça peut être une situation qui nous apparaît être banale, mais lorsqu'on va creuser un peu plus loin dans la situation, on voit que parce qu'il y a le caractère répétitif, ben c'est pas si banal que ça. Donc, d'amener les intervenants aussi à poser les bonnes questions pour établir un peu le niveau d'intervention. OK, parce que vous dites se préparer à intervenir, se préparer à accueillir la plainte, parce qu'il faut savoir comment gérer ça aussi, là. Oui, effectivement. Puis quand on parle d'une structure d'intervention dans une école, dans un filet de sécurité, on a parlé de l'importance de la mobilisation de tous les acteurs. Il faut que tout le monde soit partie prenante dans cette démarche-là. Et si je suis, moi, intervenant dans une école, témoin d'une situation de violence sous toutes ses formes, on devrait, en théorie, signaler tout de suite cette information-là dit le deuxième intervenant, la personne ressource à l'école qui va aller qui va aller plus loin dans la compréhension de la situation et dans l'intervention auprès des victimes, auprès de l'intimidateur et auprès des témoins. Bon, M. Hainaut, corrigez-moi si je me trompe. Auparavant, on avait une dénonciation d'un geste, d'une intimidation. Après ça, le jeune était probablement averti, il recommençait, il y avait une deuxième intervention qui était faite et c'était pas vraiment comptabilisé. Passez-moi le terme. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a un premier intervenant et il y a un deuxième intervenant. Et là, l'enfant doit répondre en sachant très bien qu'il est rendu à 2 offenses dans son dossier. Et ça change la donne complètement. Oui, effectivement, parce qu'encore là, tous les intervenants interviennent toujours dans des situations de conflit et d'intimidation. Ouais. Toutefois, moi, si j'interviens auprès de, appelons-le Dominique, l'élève, qui fait un geste d'intimidation ou de violence, et je lui dis non, ça c'est inacceptable, présente un geste d'excuse auprès de la victime, ça s'arrête là. Dominique se tourne le dos et un autre intervenant va faire une même intervention dans la même journée. Et en fin de compte, Dominique, l'élève, peut retourner chez lui, puis il a fait 10, 12 comportements d'intimidation, puis il n'y a pas eu une prise en charge. Il n'y a pas eu un service d'aide. Et ça a changé, ça? Dans les écoles où est-ce qu'on a mis en place une structure d'intervention, où est-ce que cette structure-là est vivante, effectivement, ça change les choses. Bon, parce que, dans le fond, ce qui est important, c'est que l'enfant puisse savoir que vraiment, on regarde, on y va avec son dossier. Dans le fond, son offense ne reste pas entre deux chaises, ne disparaît pas. Et c'était une de vos craintes, ça, que le dossier, finalement, disparaisse, que l'information ne se rende pas correctement. Oui, effectivement. C'est les élèves, souvent, qui nomment ça dans des situations je dirais, qui ont mal tourné, par exemple. Ouais. Ben, les élèves vont me dire, moi, j'ai pas dénoncé parce que j'ai appris au fil du temps à pas dénoncer. Que ça donnait rien, parce que des fois, effectivement, des fois, on va minimiser les gestes, ou des fois, j'en ai parlé à un adulte, mais j'ai pas eu de suivi. C'est des élèves qui nous ont nommé ça. D'ailleurs, on rencontrait le conseil des élèves il y a de ça environ 3 semaines, les élèves au secondaire. Et encore là, les élèves nous le disaient, oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a de plus en plus d'intimidation? S'il y a plus en plus d'intimidation, je pense vous avez parlé tantôt de cyber-intimidation, ça, je crois que c'est effectivement très répandu, c'est de plus en plus présent. Parce que là, c'est en dehors de l'école, c'est partout, il n'y a plus de répit pour la victime. Effectivement, puis être devant un ordinateur aussi, il semble y avoir une confusion entre le réel et le virtuel chez les élèves. Ouais. Donc, des élèves qui ne présentent pas de problématiques au niveau du comportement à l'école, mais lorsqu'ils sont dans le cyberespace, disons qu'ils vont avoir moins de filtres, vont dire ou vont écrire des choses qui, face à face,
ne dirait pas. Il y a une distance psychologique entre les deux personnes qui amène peut-être un manque de filtre. Donc, cette espèce de persécution de l'intimidation se perpétue, dans le fond, en raison, finalement, du web, de l'Internet. Est-ce que le jeune qui est aux prises avec l'intimidation, la cyberintimidation, est-ce qu'il est moins outillé pour combattre cette intimidation-là qu'un autre qui est à l'école? Bien, encore là, il y a toujours la possibilité d'en parler à un adulte. Les élèves nous disent souvent, ou du moins, ils sont dans le cyberespace, c'est leur réalité. Ça, ils sont nés là-dedans. Donc, ce qui se passe dans le cyberespace, ils se disent, j'en parlerai pas à un adulte parce qu'ils comprennent pas cette réalité-là. Au niveau de la cyberintimidation, le rôle des parents devient primordial dans la prévention des problèmes dans le cyberespace. Parce que, en tant que parent, on a toujours le réflexe d'assurer une bonne supervision auprès de notre enfant. Ouais. Pour assurer une bonne supervision, on doit répondre à 3 questions. Il est où, mon enfant? Il est avec qui? Qu'est-ce qu'il fait? Jamais un parent laisserait aller son enfant dans une foule, par exemple, au Festival de jazz à Montréal, le laisser tout seul à 8 ans dans une grande foule. Jamais un parent ferait ça. Absolument pas. Mais devant un ordinateur, en ce qui concerne le cyberespace, un autre comportement. C'est exactement la même chose. En fin de compte, c'est un lieu social bien réel. Bien qu'on appelle ça un espace virtuel, mais c'est bien réel. Il semble manquer parfois de supervision. Du moins, on devrait avoir le réflexe en tant que parent d'assurer une bonne supervision des activités virtuelles de notre enfant. Donc, il est où? Il est sur quel site? Il fait quoi? Et il est avec qui? Et déjà, il y a beaucoup de choses en prévention de problèmes qui peuvent être faites, entre autres les règles d'utilisation d'Internet à la maison. Ouais. Et il y a des logiciels de contrôle parental aussi pour les parents qui existent pour assurer une supervision auprès de notre enfant dans ce cyberespace. Monsieur Hainaut, vous êtes directement impliqué dans la lutte à l'intimidation. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des résultats? Est-ce que c'est possible de combattre l'intimidation, d'y mettre un terme? Lorsqu'il y a une prise en charge rapide, effectivement, c'est possible de combattre l'intimidation. Lorsqu'il y a dénonciation. Puis lorsqu'on est dans une école et que personne nous en a parlé, ça devient là difficile d'intervenir rapidement, donc de régler la situation. Toutefois, lorsqu'il y a une dénonciation et qu'il y a une mobilisation de l'équipe école, oui, il y a moyen de mettre fin à des situations d'intimidation. Ça, c'est le secret, ça, c'est de dénoncer. Quand on est témoin d'intimidation, c'est de le dire, de le rapporter. Effectivement, ça fait partie d'une des solutions, oui. Merci beaucoup, M. Hainaut, d'avoir été avec nous et d'avoir éclairé notre lanterne vis-à-vis de cette problématique complexe, mais bien réelle. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause, Madame, Monsieur. Tout de suite après, nous accueillons le lieutenant Julien Kishinski, qui est responsable de la prévention à la police de Laval. À tout de suite. Le service de la protection des citoyens de la Ville de Laval consacre beaucoup d'énergie, de nombreuses ressources à la problématique de la violence auprès des jeunes. Pensons aux gangs de rue, au trafic de stupéfiants, pédophilie, enlèvement d'enfants, évidemment, surveillance aux abords des écoles. Et l'intimidation fait également partie de leurs priorités. Mon prochain invité est le responsable du soutien communautaire à la police de Laval. J'ai le plaisir d'accueillir à mise à jour le lieutenant Julien Kishinski. Monsieur Kishinski, bonjour et bienvenue à l'émission. Merci, bonjour à vous. Donc, après les parents, les enseignants, les élèves, le service social, le service de police, c'est vraiment une partie prenante du phénomène de l'intimidation à Laval. Oui, effectivement. Pour le service de protection des citoyens de Ville de Laval, c'est une priorité organisationnelle que d'être présent dans nos écoles et d'offrir un bon programme de prévention afin de contrer les différentes problématiques que l'on peut voir émerger. Bon, quand on parle d'intimidation dans la lorgnette du policier, est-ce qu'on s'arrête aux principales offenses? À quoi on pense exactement? Bien, vous savez, l'intimidation, c'est un phénomène qui est large, qui englobe plusieurs infractions au niveau criminel, ce avec quoi les policiers sont habitués de travailler. Donc, on parle de voies de fait entre les jeunes, on parle de cyber-intimidation, il y a beaucoup d'utilité d'usage de l'Internet. On va en parler tout à l'heure. Taxage, menaces violence. Aussi, c'est là-dedans? Menaces également. Donc, c'est le volet qui touche la partie des policiers et le volet préventif également. Bon, de quelle manière vous intervenez? Comment ça fonctionne? Premièrement, le service de protection des citoyens s'est doté d'un protocole d'entente avec la commission scolaire de Ville de Laval qui régit, comment je pourrais dire, le travail des policiers à l'intérieur des écoles. Ouais. Donc, entre autres, pour vous donner un exemple concret, les agents d'intervention communautaire de chaque secteur en début d'année doivent communiquer avec le responsable des écoles, faire le tour, prendre contact et vérifier les différents programmes de prévention qui vont être amenés sur la table durant l'année scolaire et durant la problématique de certaines écoles
écoles, il y en a qui sont très différentes l'une de l'autre. Est-ce que vous recevez une formation spéciale pour ça? Effectivement, les agents d'intervention communautaire sont formés selon les problématiques dont elles devront parler. Okay. Donc, en termes d'intimidation, nos policières et policiers sont très bien formés. Ils ont été formés également récemment sur la cyber-intimidation, qui est tout nouveau comme phénomène, et nous sommes à l'avant-garde sur ça. Dites-moi, lieutenant Kichinski, est-ce que vous intervenez de plus en plus dans les écoles compte tenu du fait que le fléau de l'intimidation a augmenté, ou vos apparitions sont vraiment pondérées là, dans les écoles? Je vous dirais que le phénomène existe depuis longtemps. Vous savez, l'intimidation, on en a tous entendu parler à quelque part dans notre vie, mais récemment, on entend plus parler et je crois que c'est dû à la cyber-intimidation. Donc, le phénomène est présent pour nous. On se dote de meilleurs outils pour faire notre prévention, pour que le message passe mieux aux élèves, pour être sûr qu'on touche tous les volets. Et c'est de cette façon-là qu'on rentre dans les écoles. Êtes-vous en train de nous dire qu'on a affaire à de nouveaux intimidateurs, qu'on avait des intimidateurs à l'école qui agissaient de telle manière, et que là, tout à coup, avec l'apparition du web et d'Internet, on a affaire à de nouveaux intimidateurs? Est-ce que c'est le même portrait, c'est le même profil? Comment vous voyez ça? Je vous dirais que les intimidateurs de hier sont les nouveaux intimidateurs d'aujourd'hui, mais avec de meilleurs moyens pour intimider les victimes. À ce moment-là, si on pense autrefois, une victime se faisait intimider à l'école et pouvait revenir chez elle et avoir un 8 heures, une soirée où est-ce qu'elle pouvait décompresser. Où c'était paisible un peu. Exactement. Enfin, on ne sera pas harcelé, on ne sera pas frappé ou peu importe. Mais là, il n'y a plus de repos, là. C'est ça, exactement. Là, les mots méchants vont atteindre même à la maison, même au domicile en servant d'Internet comme les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur les cellulaires par messagerie texte également. Donc, les victimes rentrent chez eux et continuent de se faire harceler dans leur château fort à domicile. Donc, la pression continue à augmenter. C'est là qu'on observe chez les victimes qu'elles craquent, que ça les pousse à bout, là, complètement. Exactement. Puis les messages de détresse sont plus clairs. Puis on a vu, malheureusement, des jeunes passer à l'acte final, au suicide. La jeune Marjorie de Gaspésie, là, qui est un cas assez triste quand même. En 2011, fin 2011. Mais dites-moi, les intimidateurs ont de nouveaux outils, sont mieux outillés. Est-ce que nous sommes mieux outillés pour les dénoncer et les combattre? Bien, dans ce sens-là, nous, c'est un partenariat qu'on fait les policiers. Donc, le service de protection des citoyens s'est doté d'un moyen de prévention où on implique énormément les commissions scolaires, les professeurs, les psychoéducateurs, mais aussi les parents qui sont très importants dans le phénomène parce qu'ils doivent surveiller les jeunes, ils doivent veiller à ce qu'ils font, et également les témoins dans les cas d'intimidation qui ont un rôle majeur à jouer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, lieutenant Kichinski, que les témoins sont la clé, finalement, du succès, de la fin de l'intimidation? Vous avez raison en partie en disant ça, dans le sens que les témoins, on se rend compte que par statistique, lorsqu'un témoin agit, lorsqu'il voit une situation d'intimidation, à 90 % il est capable de faire cesser cette problématique en quelques secondes. À l'inverse, si le témoin reste muet, il compte comme spectateur et l'intimidateur, lui, envoie un public. Donc, le fait qu'il reste passif alimente l'intimidateur et l'intimidation se poursuit. Donc, on comprend que les témoins ont un gros rôle à jouer dans l'intimidation. Parce qu'on comprend aussi que l'agresseur destine sa charge intimidante vis-à-vis une victime. Les autres ne sont pas touchés. Alors, compte tenu de ce fait, ici, ils sont témoins d'un événement intimidant. Raison de plus pour en parler, il faut dénoncer. Selon vous, c'est la clé, là. C'est le message du service de protection des citoyens qu'on veut lancer. Il faut dénoncer, il faut en parler. Et c'est de cette manière-là qu'on va réussir à combattre l'intimidation si tout le monde met l'épaule à la roue. Et de notre côté, on a des sites qui permettent de ventiler, de parler. Nous avons la ligne 662 Info où les gens qui veulent rester anonymes peuvent parler et sans se nommer. Et on ne cherchera pas à savoir c'est qui, mais on va prendre l'information et on va aller aider nos jeunes concrètement dans les écoles avec ça. Ce qui est important, c'est que les victimes ne sont pas seules, ne sont plus seules en tout cas. Non, et c'est la coalition, la collaboration qu'on veut amener sur le terrain entre le service de protection des citoyens, la commission scolaire, les parents, les témoins. On veut faire une coalition contre les intimidateurs. On veut cesser le phénomène. Parce que vos interventions ne se résument plus à l'école. Maintenant, c'est autour de l'école et c'est à toutes fins utiles partout. L'intimidation, vous la dénoncez, vous la combattez partout. Effectivement, mais nous sommes très présents également dans les écoles parce que je crois que c'est
c'est une bonne façon de rejoindre nos jeunes. Est-ce que les gens qui sont témoins n'ont pas peur, témoins d'un geste d'intimidation, n'ont-ils pas peur de jouer les délateurs, les stools, comme les jeunes le disent si bien? Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui dénonce et qui est un délateur? Ou... Et je comprends votre question, et on encourage également les jeunes à dénoncer et ne pas penser qu'ils délatent. Je vous fais le parallèle de dire que lorsqu'on dénonce une situation, on aide la personne en question. On aide à être dans un environnement qui est plus sain, qui est plus sécuritaire, et ça, je crois que ça va au-delà de la délation. Ça va à dénoncer, ça va à améliorer le quotidien de chacun, et ça, je crois que c'est la responsabilité qu'on doit se donner en tant que citoyen, et il faut transmettre à nos jeunes également. À cet égard, est-ce que vous pensez que le projet de loi de Québec va faciliter les choses, ou on va standardiser un peu la procédure à travers le Québec? C'est une bonne affaire, selon vous, j'imagine? Sérieusement, je crois que c'est très bien que Québec ait statué et amené un projet de loi sur la table, se soit positionné et dans une certaine ordre d'idée, mettre tous les acteurs ensemble, nous réunissent, et à ce moment-là, c'est facile pour nous de saisir l'occasion et de lancer nos messages de prévention auprès de la société. Bon, concernant la cyber-intimidation, est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont victimes d'intimidation par le web de conserver leur message? Est-ce que c'est important pour vous, ça, pour retracer l'agresseur? C'est très important de conserver les messages, et je vous explique pourquoi. Parce qu'un jour, ces gens-là, il y a des lourdes conséquences à intimider les gens. Au niveau du code criminel, les infractions sont claires. Donc, ce n'est pas permis d'intimider et de menacer les jeunes. Donc, les messages conservés vont faire étoffe de preuves si jamais les phénomènes ont à se rendre devant les tribunaux. Donc, c'est très important. Et d'un autre côté, ça donne une force de loi à la personne qui se plaint. Donc, preuve à l'appui, elle est en mesure de dire « oui, je me fais intimider, voici les preuves ». Et la compréhension des parents, des amis après est beaucoup plus flagrante. Et une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que votre intervention se fait, les gens pensent que c'est seulement les gens de 16 ans et plus qui vont être accusés. C'est plus le cas, là. Non, ça, c'est une fausse croyance. On va rectifier les choses aujourd'hui en disant que la responsabilité criminelle au Québec est fixée à 12 ans. Donc, peu importe, 12 ans et plus, vous pouvez être jugé pour les mêmes infractions criminelles. Ça s'applique à vous. Donc, si vous menacez quelqu'un, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans la vraie vie, vous frappez un collègue pour y voler quelques outils, que ce soit son iPod, son lunch ou son argent de poche, vous êtes passible de vous ramasser devant les tribunaux. La seule distinction... Tribunal de la jeunesse, hein? Exactement. C'est qu'un jeune va se ramasser devant le tribunal de la jeunesse où les peines seront différentes, où on va plus axer sur des mesures extrajudiciaires, sur des programmes de prévention, sur de la sensibilisation pour aider le jeune à grandir à travers de ça et se rendre à l'âge adulte. Donc, rappelons le dernier message, le plus important, devant des actes d'intimidation, lieutenant Kichinski. Il faut dénoncer, il faut intervenir. Oui, le message, on va le répéter, on va continuer de le répéter. Dénonçons, parlons-en et agissons ensemble, et vous allez voir l'intimidation, nous allons passer au travers. Lieutenant Julien Kichinski, lieutenant au soutien communautaire à la police de Laval, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je vous en prie. Et à la prochaine. Madame, Monsieur, nous revenons tout de suite après avec le mot de la fin. Alors voilà pour cette dernière édition de Mise à jour, présentée en première diffusion chaque semaine, mercredi 18h30, et puis en rediffusion, c'est à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore notre site web. Et si vous voulez voir notre émission via votre ordinateur, c'est très simple. Section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Ici Marius Brisson, au nom de toute l'équipe, très bonne semaine.